Bonjour messieurs, dames, bienvenue au Petit Palais. Alors, je suis vraiment très content de vous présenter aujourd'hui Patrick Evenot, avec qui nous avons eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises et nous avons organisé avec lui une exposition sur l'histoire de la presse à la mairie du 9e arrondissement, qui je crois est une des plus grandes réussites que nous ayons au comité d'histoire. C'est une magnifique exposition et Patrick Evenot est le spécialiste de la question que j'ai le bonheur d'écouter régulièrement à France Culture, c'est un invité régulier, et qui a offert à la communauté scientifique plusieurs ouvrages vraiment intéressants sur l'histoire de la presse à Paris, qui est le sujet de la conférence d'aujourd'hui, et dont vous voyez la couverture du dernier livre chez Flammarion. Histoire de la presse française, Patrick Evenot, voilà. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux, et bonne conférence. Merci beaucoup. Bien, alors donc oui, je suis professeur à la Sorbonne, comme on dit, et je vais vous parler de la presse en 1900. Alors, je sais pas, attendez, oui, ça marche. Non, ça va. Ah, bon, ça c'est un deuxième livre, histoire de vous montrer un peu le type de production. Et voilà, on va commencer par une image pour vous mettre un tout petit peu dans le contexte. C'est en 1909, à l'angle du Faubourg Poissonnière et du boulevard Poissonnière, donc de droite à gauche ou de gauche à droite, ce sont les grands boulevards, ce qu'on appelle les grands boulevards, et puis remontant vers le haut de la photo, l'axe nord-sud, le Faubourg Poissonnière. Et vous avez là l'immeuble du Matin, un des grands quotidiens de la Belle Époque, qui a peint ses devantures en rouge pour attirer le chaland et qui suspend, si j'arrive pas à le voir, alors je suis... Vous voyez l'avion? Oui, vous le voyez, moi, ah oui, là, bon. Moi je ne le vois pas, je suis très sur le côté, c'est pour ça, je le connais par cœur, mais bon. Donc l'avion de Blériot qui vient de faire un tour, etc. Enfin bon, c'est pas celui qui a traversé la Manche, c'est un autre. Et donc voilà, c'est un peu pour vous donner le ton de la presse de la Belle Époque. C'est une presse à la fois extrêmement riche, variée, diversifiée, et en même temps qui fait en permanence de la promotion, de l'excitation du public, enfin bon, etc. Voilà. Et donc c'est un peu le ton qui est donné. Et puis quelques années plus tard, en août 1914, toujours le même angle de vue, ou à peu de choses près, un peu plus resserré. Donc on est au moment de la déclaration de guerre et de la mobilisation générale. Toujours devant le Matin, on vient chercher les nouvelles, on vient discuter, on vient prendre les dernières informations sur les devantures où il y a les dernières dépêches. Voilà, la presse en 1914, c'est un peu tout ça. Alors, vous pouvez toujours retrouver cet immeuble. Malheureusement, maintenant, à l'angle, c'est un McDonald's au lieu d'être le Matin. Mais enfin bon, vous pouvez y aller. C'est un pèlerinage qu'on peut faire. On a toute une série d'immeubles de presse dont on va parler comme ça. Bien. Alors, c'est la presse. Bon, évidemment, vous connaissez tous la presse. Hein, vous avez déjà lu un journal, etc. On va essayer de se centrer autour des années 1900. Donc, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la presse pour différentes raisons. La première raison, c'est que la presse est née au XVIIe siècle un peu partout en Europe, dans les grandes agglomérations développées, à Paris, à Londres, à Anvers, à Venise ou à Milan. En France, le premier journal périodique, c'est la célèbre Gazette de Théophraste Renaudot, fondée en 1631. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du XVIIe, XVIIIe siècle, mais la presse prend une particularité importante à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, puisqu'elle est le moment où elle peut exprimer toute une série de courants politiques, d'idées politiques, mais aussi, et plus largement, elle donne de l'information. Elle crée véritablement ce qu'on appelle un espace public. Elle permet de réunir à travers les feuilles imprimées une sorte d'agora moderne, de forum moderne, de réunir ceux qui ne sont pas encore citoyens mais qui vont le devenir à travers la parole imprimée. Et donc la presse est un complément
essentiel, inévitable de la démocratisation qui se produit en Angleterre et en France à la fin du XVIIIe siècle et qui prend tout le XIXe siècle pour s'installer, puisque la République et la démocratie ne sont véritablement installées en France que dans les années 1870-1880. Il y a presque un siècle entre la Révolution française et... Bon. Et c'est le moment où conjointement se met en place à la fois la révolution industrielle qui permet à la technique de développer les journaux par le papier, par l'imprimerie, par les rotatives, etc. Toute une série d'outils dont on reparlera tout à l'heure. Donc la révolution industrielle, et puis avec les chemins de fer qui permettent, la machine à vapeur qui permet de mouvoir toutes ces machines, et les chemins de fer qui permettent de distribuer à partir du Second Empire dans l'ensemble de la France tous les journaux imprimés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la démocratisation graduelle et progressive, avec des hauts et des bas, avec, vous savez, en France, une histoire très heurtée, puisqu'on a la Révolution française, celle de 1830, celle de 1848, enfin bon, etc. Mais ça n'empêche qu'on voit bien qu'il y a un courant de démocratisation en Europe occidentale, dans l'Europe la plus développée à l'époque, et on aboutit à partir de 1848 au suffrage universel en France, masculin uniquement, certes, mais suffrage universel quand même, et qui devient véritablement une république démocratique à partir de 1870. Donc, révolution industrielle, démocratisation et installation de la République, et qui va de pair avec ce mouvement très profond double, l'alphabétisation des Français. Alphabétisation des Français qui commence dès les années 1830, avec les lois de Guizot qui obligent toutes les communes à installer une maison d'école et à payer un instituteur, mais surtout, évidemment, avec les lois de Jules Ferry, 1881-1884, avec l'école laïque gratuite et obligatoire. Et donc, ces trois mouvements, évidemment, sont favorables à la presse, puisqu'il faut savoir lire pour pouvoir lire le journal. Il faut que le journal soit libre, donc il faut la démocratie pour qu'on puisse avoir des journaux divers et variés. Et puis bien sûr, il faut qu'il y ait tous les processus industriels pour pouvoir les imprimer et les diffuser, ce qui permet évidemment de les vendre beaucoup moins cher et donc qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la population ou au plus grand nombre de la population française. Donc ce triple mouvement, qui est vraiment le mouvement du XIXe siècle, est achevé, on peut dire, à partir des années 1880. En 1881, symboliquement, il y a donc les premières lois de Jules Ferry. Il y a aussi la grande loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui est extrêmement simple, puisqu'on dit l'imprimerie et la librairie et aussi le colportage, l'affichage, etc., sont libres, hein, c'est-à-dire qu'on peut écrire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Ça a été un très long combat. Le combat de la liberté de la presse a été très long. Attendez, oui, j'avais oublié de vous montrer ça. C'était toujours l'immeuble du matin, mais occupé par l'Humanité dans les années 1970. Bon voilà, c'est le siège de l'UMA. J'avais oublié de vous montrer ça. Voilà. Alors le quartier de la presse. Le quartier de la presse. Pourquoi j'ai intitulé ça les boulevards de la presse, ou on pourrait dire la presse des boulevards? C'est parce que le quartier de la presse, il est profondément centré sur les grands boulevards. Ça s'explique de façon relativement simple. L'imprimerie et la librairie sont nées sur la rive gauche, à l'ombre de la Sorbonne, de la tutelle de l'Église et de l'université, qui appartenait à l'Église jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, c'était une imprimerie, une librairie très révérencieuse et très contrainte, avec les brevets d'imprimeurs, etc., etc. Et la presse, lorsqu'elle s'affranchit dès la Révolution française, elle va de l'autre côté de la Seine, au Palais Royal d'abord, où un espace de liberté relativement important, et surtout, elle remonte un peu vers le nord, vers les endroits où il y a les lieux de vie à Paris, les grands lieux de vie à Paris des années 1820 aux années 1960-70, c'est autour des grands boulevards, au nord et au sud des grands boulevards. La presse s'installe là. D'abord, elle remonte la rue du Louvre, la rue Montmartre, etc. Et puis, elle franchit les grands boulevards et elle va de l'autre côté. Et donc, on a là, qu'est-ce qu'on a comme lieu de vie? Bien sûr, il y a des lieux de vie ailleurs, mais on a d'abord un Paris qui est relativement populaire encore, mais aussi les banques, les grands magasins,
les grandes gares, etc. Tout ça qui s'installe au nord et au sud du Grand Boulevard. Et c'est là où il y a la Bourse, il y a la Grande Poste, très important pour la presse, la Grande Poste de la rue du Louvre, qui, pour la presse, est très importante parce que c'est là où on reçoit les dépêches tant qu'elles sont encore faites par le télégraphe, bon, avec toute une série de difficultés. Et puis on reçoit les abonnements des journaux étrangers. On peut expédier les journaux vers les abonnés à partir de la Grande Poste. Donc la Grande Poste, c'est aussi un nœud tout à fait complexe. Et c'est tout près de la Bourse, le palais de la Bourse, le célèbre palais Brognard. Je vais peut-être essayer de vous montrer un peu. Est-ce que j'ai un plan? Je vais revenir en arrière. Voilà, oui, ça c'est le plan des journaux, le quartier de la presse en 1900. On va pouvoir pointer, je ne sais pas si ça marche. Donc vous avez la rue Montmartre, là, voilà, hein, ça c'est la rue Montmartre. Ça c'est bien sûr les grands boulevards. Boulevard Haussmann, bon, il a été percé plus tard, boulevard des Italiens, et puis les célèbres grands boulevards. Donc l'axe, c'est la rue Montmartre, avec toutes les petites rues autour, hein, la rue du Croissant, où il y a beaucoup d'imprimeries et où, bien connu, a été assassiné Jean Jaurès en 1914 à l'angle de la rue du Croissant et de la rue Montmartre. Et puis de l'autre côté, le faubourg Montmartre, là, qui monte. Et donc, on a tous les sièges des grands journaux. Vous avez aussi la rue de Richelieu, vous avez le Palais Royal qui est ici, la rue de Richelieu, avec les grands journaux qui sont là. Alors, je vous ai montré tout à l'heure le Matin qui est ici, là, à l'angle. Bon, vous avez le Petit Parisien ici, le Journal ici, un peu plus excentré parce qu'il est rue Lafayette, c'est le Petit Journal. Ce sont les 4 grands quotidiens de la Belle Époque, ceux qui, à eux 4, tirent 4 millions d'exemplaires chaque jour. C'est-à-dire vraiment des journaux très importants, avec le plus important d'entre eux, c'est le Petit Parisien qui est ici, rue des Petites Écuries, rue d'Anguin. Le Petit Parisien qui est, je vous le montrerai tout à l'heure, celui qui a pour sous-titre le plus fort tirage de tous les journaux du monde entier. Et c'était vrai entre 1905 et 1914, le Petit Parisien tire à plus de 1 400 000 exemplaires chaque jour dans ce dédale de petites rues du 10e arrondissement et les expédie à travers toute la France grâce aux entreprises de messagerie. Alors on peut les voir, là vous avez la rue d'Hauteville, les messageries sont ici, les messageries achètent, et puis il y a toute une série de messageries, et puis on a évidemment l'axe de la rue Lafayette qui mène à la gare du Nord, gare de l'Est, et puis de l'autre côté on peut aller à la gare Saint-Lazare. Enfin bref, vous voyez l'importance de ce quartier extrêmement petit finalement, quelques kilomètres carrés, mais qui regroupe tous les grands journaux. Donc le Petit Parisien, le Matin, le Petit Journal, le plus ancien, qui était ici. Au départ, il était rue de Richelieu ici, à la maison Frascati ici, à l'angle de la rue de Richelieu et des grands boulevards. Et puis il était trop à l'étroit et donc il s'installe rue Lafayette dans un immeuble somptueux dont on va parler tout à l'heure. Les grands, alors je reviens en arrière. Voilà, j'étais rue du Croissant. Je voulais juste vous montrer ça, c'est très important, c'est l'importance de la liberté de la presse. Ce sont 2 allégories de la liberté de la presse qui disent toutes les 2 la même chose, hein, c'est-à-dire que la liberté de la presse, c'est quoi? C'est avec sa trompe, en proclamant, elle éclaire avec son flambeau, hein, en proclamant, elle éclaire, et sur la statue, c'est ça qui est intéressant, hein, donc, hop là, voilà. J'ai pas l'habitude de cette... Donc en proclamant avec sa trompette, elle éclaire le peuple et elle fait taire la rumeur. Vous voyez ici, c'est la rumeur infernale là, qui est écrasée par le pied de l'allégorie de la liberté de la presse. Ça date de 1830. Hein, le rôle de la presse dans la Révolution de 1830 est très important, puisque les ordonnances de Charles X visaient à brider la presse et les journalistes et les journaux se révoltent et puis les typographes les suivent. Et quand on a l'alliance de la force ouvrière et de l'intellect journalistique, les étudiants qui viennent derrière, c'est la Révolution et la chute de Charles X. Donc voilà, ça c'est quelques
quelques vues du Paris 1900 ou un peu avant. Ça, c'est un peu avant, avec évidemment les hommes en chapeau haute forme. Mais vous avez le crieur de journaux, hein, celui qui est là, ici, qui est le symbole même du journal du 19e siècle. Et puis le kiosque derrière, le kiosque, on en verra quelques autres, qui ressemblent toujours. Les kiosques de la ville de Paris sont toujours sur le même modèle. Voilà la répartition des kiosques à Paris en 1911. Vous voyez l'importance des grands boulevards, encore une fois, hein, c'est pour ça, bon, plus le boulevard Haussmann, et puis l'axe nord-sud, et puis quand même un petit peu le boulevard Saint-Germain, la rue de Rivoli, etc. Mais c'est véritablement dans cette zone-là qu'on a les plus. Voilà le petit journal, donc, à l'angle du boulevard Montmartre et de la rue de Richelieu. Ça, c'était avant 1870, pardon. Le petit journal, c'est le premier quotidien populaire. Pendant très longtemps, la presse est bridée, jusque dans les années 1860-70, elle est bridée par le fait que le pouvoir politique craint beaucoup que la liberté de la presse, donc il impose toute une série de contraintes, notamment le dépôt d'un cautionnement quand on veut ouvrir un journal, le timbre qui surtaxe la presse et qui renchérit le prix du journal. Le but, c'est évidemment de vendre cher le journal. Pourquoi ? Pour éviter que le peuple s'empare de la connaissance politique notamment, mais pas seulement politique, hein, puisqu'elle est extrêmement diverse, la presse. Et donc, c'était ça le grand but. Et à partir des années 1860, apparaissent des journaux non taxés, d'abord parce qu'ils sont non politiques, c'est le petit journal le premier, et qui peuvent être vendus très bon marché à 5 centimes. Alors 5 centimes, c'est des francs or, hein, c'est des centimes de francs or, donc c'est beaucoup plus que maintenant, mais on pourrait dire entre 30 et 40 centimes d'euros. Donc c'est vraiment de la presse à très bon marché qui permet de toucher un public beaucoup plus large. Et pour être sûr qu'on attire ce public plus large, depuis 1836, depuis Émile de Girardin, le fondateur de la presse moderne, on met en pied de page un feuilleton, un roman découpé en rondelles qu'on publie sur plusieurs semaines ou plusieurs mois d'affilée, de façon à attirer une clientèle qui veut de l'information, mais qui veut aussi du divertissement. La presse est en même temps information et divertissement. Deuxième siège du petit journal, alors 61 rue de Lafayette, à partir des années 1870, avec le beau kiosque là que vous avez, qui est l'ancêtre des kiosques. Ils étaient au départ comme ça, tout petits, et puis petit à petit ils s'agrandissent. Et donc la façade du petit journal qui est là derrière, hein, qui est sur la rue Lafayette, elle existe encore. Et on va voir la suite. Voilà. Donc la façade est sur 2 rues, hein, c'est un montage photographique. Il y a d'un côté la rue Lafayette et de l'autre côté, ici, donc la rue Cadet, où il y a des vitrines qui permettent de voir l'activité de l'imprimerie. Le journal se montre à l'extérieur et montre le monde. On va faire tout à l'heure une petite promenade dans le petit journal. Là, juste pour toujours rue Cadet, la livraison de papier au petit journal. J'adore cette photographie parce qu'elle montre bien l'époque. On est pourtant déjà en 1900, mais on est encore avec ces chevaux, les célèbres boulonnais là, qui faisaient le trafic entre Boulogne et Paris dans les temps jadis et qui ne se servent plus qu'à tirer les carrioles dans Paris. Vous voyez, il y a 9 bobines de papier qui font à peu près 600 kilos chacune. Donc on a 4 tonnes et demie qui sont tirées par 2 chevaux. Alors là, évidemment, ils ne viennent pas directement de Boulogne, ils viennent de la gare du Nord. Hein, c'est la gare du Nord qui est toute proche de la rue Lafayette. Mais ça n'empêche que ces 2 chevaux, ça nous rappelle, pour ceux qui ont connu ça, il y avait encore des chevaux à Paris il y a une 60aine d'années. Toujours le petit journal. Vous voyez, c'est un hôtel particulier, splendide. On essaie de montrer à l'ensemble de la population parisienne que on vit. Et puis, en même temps, c'est le départ de la première course
cyclistes organisés par le petit journal. C'est une belle histoire. Bientôt va commencer le Tour de France. Le Tour de France qui est organisé par l'Équipe et le Parisien. Mais bien avant, la première course cycliste a été organisée, c'était Paris-Brest, organisée par le Petit Journal. C'est une belle histoire parce que c'est un monsieur qui s'appelle Pierre Giffard, qui était un grand reporter au Figaro, qui avait fait toute une série de reportages un peu partout et qui était passionné de nouvelles technologies. Il se passionnait dans les années 1880 pour le téléphone, et pour le vélo. Et donc, il a quitté le Figaro pour aller au Petit Journal et fonder les premières courses cyclistes en expliquant au patron du Petit Journal que ça allait faire monter les ventes, puisqu'on allait pouvoir mettre en scène la course, en parler dans les journaux, etc. Et voilà. Et ensuite, Pierre Giffard décide de créer son propre journal. En 1892, il quitte le Petit Journal pour aller créer un journal, Le Vélo, qui est le premier grand quotidien sportif français, qui ensuite sera concurrencé par l'Auto, et l'Auto deviendra l'Équipe après la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'est donc comme ça, les aventures de presse, c'est aussi des aventures humaines, hein, c'est ça qui est intéressant à noter. Là, autre grand immeuble maintenant disparu, il était 26 rue de Rouault, c'est l'immeuble du Figaro, avec la statue de Figaro, là, qui est ici. Alors un immeuble néo-gothique, néo-renaissance, néo tout ce qu'on veut, construit entre 1873 et 1874 par Hippolyte de Villemessant, qui était le fondateur du Figaro, enfin bon, le repreneur. Il a repris c'est un titre très ancien, Figaro, qui s'est appelé Figaro ou Le Figaro suivant les époques, qui est passé de main en main à différentes époques. Et puis en 1854, Hippolyte de Villemessant reprend le titre, en fait d'abord un hebdomadaire culturel mondain, et à partir de 1866, il en fait un quotidien, le quotidien que vous connaissez, Le Figaro, très célèbre. C'est un quotidien conservateur, mondain, pour la bonne société. Et donc, c'est un quotidien qui rapporte beaucoup d'argent, bien qu'il n'ait pas un très grand tirage, parce qu'il attire la publicité encore maintenant, mais déjà à cette époque-là. Et donc, Hippolyte de Villemessant, qui veut absolument faire la promotion. Son idée, c'est en permanence de faire la promotion. La table est en train de tomber. J'espère que je vais rester. Il veut en permanence faire la promotion, et parmi cette promotion, il y a évidemment l'idée qu'il faut se montrer que l'immeuble du Figaro est une vitrine. Et donc, on a le Figaro. Alors voilà, on donne des bals. Il y a au cœur du journal une salle de bal. On donne des bals, des dîners, des conférences, des goûters, des concerts, enfin, etc., avec la statue de Figaro qui est dehors et bien sûr la statue de Beaumarchais qui est ici, hein, puisque sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, disait Beaumarchais dans Figaro, justement, dans le mariage de Figaro. Et donc c'est évidemment le symbole même de la liberté d'expression. Autre immeuble, alors la photo n'est pas terrible, excusez-moi pour la couleur, mais c'est l'immeuble de l'Illustration, grand journal très connu aussi, hein, fondé en 1844, qui dure 100 ans et qui est installé à l'angle de la rue de la Victoire et de la rue Saint-Georges. Vous pouvez aller rue Saint-Georges, on a encore cette façade ici et la rotonde ici sont encore visibles. On voit rue Saint-Georges ici, il y a écrit en gros l'Illustration. C'est un énorme immeuble où il y a des centaines de personnes qui travaillent, des journalistes, des ouvriers, des photographes, etc., des graveurs, puisque l'Illustration, jusque dans les années 1900, utilise uniquement la gravure. Et donc c'est le grand hebdomadaire des images, hein, parce que la presse, c'est aussi de l'image, c'est pas seulement du texte. Depuis le 19e siècle, ça a été d'abord la presse féminine qui a développé les images. Il y a une presse féminine très importante en France qui s'explique par différentes raisons. D'une part parce que la France, depuis le XVIIIe siècle, est véritablement Paris est la ville qui donne le ton à l'ensemble de la mode mondiale et provinciale et européenne et puis mondiale. Et donc le premier
le premier mensuel féminin date de 1753. Hein, donc c'est très très ancien. C'est un des plus anciens médias français. Et il y a eu un très grand développement. Et bien sûr, il faut montrer les robes. Hein, donc les images sont d'abord dans la presse féminine. Ensuite, dans la presse des connaissances utiles. C'est souvent c'est-à-dire une presse semi-encyclopédique et puis surtout dans la presse enfantine, puisque les enfants ont aussi besoin d'images pour comprendre les contes ou les légendes qu'on leur raconte. Et l'illustration, c'est la presse d'information grâce à l'illustration. Alors voilà le Petit Parisien, hein, le plus fort tirage des journaux du monde entier. Le Petit Parisien est le mieux fait. C'est une plaque émaillée pour faire la promotion chez les marchands de journaux, etc. On fait fabriquer des plaques émaillées. Vous pouvez les collectionner. Une plaque comme ça coûte très cher maintenant parce que les authentiques coûtent très cher, mais c'est assez spectaculaire. Vous en verrez une autre ensuite. Les porteurs du Petit Parisien avec leurs casquettes ou leur chapeau de paille étiqueté Petit Parisien. Vous regardez, évidemment, on voit que les enfants travaillent jeunes. Hein, voilà, il faut penser à ce monde extrêmement divers. Là, c'est l'immeuble du Petit Parisien. C'est une photographie personnelle. Actuellement, qui est toujours... alors, il a été... recyclé, il est maintenant tout à fait différent, mais il existe encore, il a été construit pour le journal. Et là, c'est le même immeuble sous un autre angle dans les années en 74-75, au moment de la grève du Parisien libéré, la grande grève. Le Parisien libéré est en réalité le continuateur du Petit Parisien qui a été interdit en 1944, mais qui a été repris par Émilien Amaury et qui en a fait le Parisien libéré. Et en 74-75, il y a une énorme grève qui dure. Et donc, l'immeuble est occupé. Enfin, bon, voilà, c'est la fin de... Toujours dans les journaux très anciens, j'aime bien au coin de la rue de Martel et de la rue des Petites Écuries, Les Échos, le journal qui existe toujours, qui a été fondé en 1909 par les frères Schreiber, qui sont devenus ensuite servants Schreiber en accolant leur nom de guerre, et qui ont fondé le premier véritable quotidien économique français, et le seul qui ait survécu à ce jour. Ils ont commencé très, très petitement dans le 10e arrondissement de Paris. Et voilà le matin. Alors vous voyez, c'est une carte postale promotionnelle, publicitaire, mais ils avaient obtenu, la puissance de la presse permettait de faire des folies à la mairie de Paris, et ils avaient obtenu l'autorisation de la mairie de Paris de peindre toutes les façades en rouge pour attirer le chaland, mettre des grands drapeaux au-dessus, etc. Le mieux informé des journaux du monde, ça, c'est une affirmation plus ou moins gratuite. Le Matin fait sa promotion sur le fait qu'il a des fils télégraphiques spéciaux qui le relient à Londres, à Berlin, etc. Et donc, il est informé plus rapidement que les autres, hein, puisque la presse, elle est toujours pressée, bien sûr. Autre grand journal, Le Journal. Alors, j'aime beaucoup cette plaque émaillée aussi parce que c'est le dessin de Carandache, le petit bonhomme de Carandache. Et le journal donc, qui date de 1905, il s'appelait tout bêtement Le Journal, il était rue de Richelieu, voilà. Et on a, c'est les quatre grands, hein, dont je vous ai parlé, voilà. Ensuite, il y a des plus petits, mais des non moins importants. Le journal Le Temps, qui était rue des Italiens, Le Temps, c'est le grand quotidien libéral de la Troisième République. Il est fondé avant, il est fondé en 1861. Sous le Second Empire, c'est le courant libéral au sens 19e du terme, c'est-à-dire à la fois pour le libéralisme économique, mais aussi pour le libéralisme politique. Et Le Temps devient le grand quotidien de référence dans les années 1870. C'est le grand quotidien de la République. Il est profondément républicain, modéré certes, mais républicain. Et il s'installe en 1912 dans un superbe immeuble rue des Italiens, qui est une petite rue qui donne dans le boulevard des Italiens.
Vous pouvez encore aller voir la façade puisqu'elle a été conservée. Le temps est devenu ensuite Le Monde en 1944, c'est la même façade. La façade a été conservée, elle abrite maintenant le pôle financier du palais de justice. Et donc, simplement, l'intérieur a été complètement restructuré. Enfin bon, voilà. C'est un très bel immeuble, 1912, avec évidemment toujours la grande pendule qui marque le temps. Il y avait aussi dans le bureau du directeur du Temps, et c'est encore dans le bureau du directeur du Monde, la pendule conçue pour le directeur, enfin sur les plans qu'avait fait le propriétaire directeur du journal Le Temps, qui s'appelait Adrien Hébrard. C'est une belle pendule de type boule avec une statue de la faucheuse, hein, la faucheuse, puisque le temps s'écoule et que finalement elle nous fauchera tous. Ça, c'est les paquets de journaux au Monde, c'est à la sortie du Monde, mais c'est voilà. Alors les kiosques, hein, vous voyez bien que le journal, les journaux, tous les journaux, la presse au sens large, puisqu'il y a encore une fois, les journaux sont extrêmement nombreux. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis maintenant. En 1900, dans les années 1900, il y a 7000 titres de presse qui sont diffusés en France. Il y a 300 quotidiens dans toute la France, dont une soixantaine à Paris. Et donc, la presse quotidienne tire à 10 millions d'exemplaires, dont 5 millions d'exemplaires à Paris. Et puis, il y a toute une série de périodicités hebdomadaires, bi-hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles, etc. etc. Et donc, on a évidemment un souci de diffuser. Et la diffusion, elle se fait donc dans la ville par l'intermédiaire du crieur. Alors, le crieur, c'est l'invention véritable du petit journal. Le problème, c'est que les crieurs, pendant très longtemps, sont interdits par le pouvoir politique. Parce que le crieur, qu'est-ce qu'il crie? Le gros titre du journal. Et ça peut être un titre séditieux ou révolutionnaire ou qui menace, ou etc. Donc, pendant très longtemps, jusqu'au Second Empire, les crieurs sont interdits. Et c'est pour le petit journal qu'ils sont autorisés pour la première fois dans les années 1860, parce que le petit journal n'est pas un journal politique à ses débuts. Mais petit à petit, les crieurs sont autorisés, et la loi de 1881 donne liberté totale aux crieurs colporteurs de crier ce qu'ils veulent, les titres des journaux, etc. Et de la même façon, les kiosques, alors les kiosques, c'est une invention tout à fait intéressante de Louis Hachette. Vous connaissez tous évidemment Hachette, vous avez tous étudié quand vous étiez petit à l'école dans les manuels Hachette. Louis Hachette, c'est un éditeur voilà, de manuels scolaires, mais il s'aperçoit aussi que la presse devient quelque chose de très intéressant et il se penche sur la distribution. Et dans les années 1850, quand apparaissent les chemins de fer et les premiers grands journaux au grand public, il décide de se lancer dans la distribution des livres et de la presse en investissant dans les kiosques de gare d'abord et ensuite dans les kiosques de ville, sur les grands boulevards d'abord, puisque c'est là où il y a les principaux kiosques, mais ensuite un peu partout à Paris et dans le reste des villes françaises. Et donc, on a mis au point en partenariat entre Louis Hachette, enfin l'entreprise Hachette, c'est pas Louis Hachette lui-même qui fait le plan, et la ville de Paris, le kiosque tel qu'il existe encore, alors avec son célèbre toit au départ, il est en zinc, doit être toujours en zinc, et puis la forme octogonale, et à partir de cette forme-là, on dérive plus ou moins en forme carrée, biscornue, tout ce qu'on veut. Et donc, Louis Hachette installe les premiers kiosques dans les années 1850 et petit à petit les développe. Et ensuite, on a donc ces deux moyens de vente, le kiosque et... alors voilà un kiosque un peu plus tard sur le boulevard Saint-Martin, donc près de la porte Saint-Martin. Vous avez toujours, alors c'est toujours le kiosque octogonal, hein, on voit bien, il est ici, là. Et puis à l'intérieur, on peut ranger les journaux quand on ferme le kiosque. Et puis quand on l'ouvre, on peut étaler sur des tables, sur la devanture, etc. Et on est dans la grande promenade des boulevards, voilà, qu'on retrouve un peu partout.
avec les cafés. Alors, il faut bien voir que c'est très important, la situation sur les boulevards, parce que c'est à la fois un endroit très passant, c'est le grand lieu de loisirs de la Belle Époque. Les Champs-Élysées sont réservés à une élite, ils sont très peu bâtis encore à l'époque, et c'est réservé à une élite beaucoup plus riche. C'est les grands boulevards depuis la Bastille jusqu'à la Madeleine, qui sont véritablement les lieux de... le célèbre Madeleine-Bastille, l'omnibus Madeleine-Bastille, s'il fait ce trajet-là, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le trajet le plus populaire. Et c'est là où il y a les restaurants, les cafés-concerts, les théâtres, plus tard les cinémas. Si vous avez vu l'exposition 1900, vous savez aussi qu'il y a dans les petites rues derrière les bordels. Il y a aussi bien sûr les banques, les journaux, etc., etc. Donc c'est le grand lieu de la vie, c'est le grand lieu où on discute, où on parle, où on obtient aussi pour les journalistes des informations, où on obtient parfois des cancans etc. Mais ça permet de nourrir toute la presse de toutes ces informations typiquement parisiennes. Ça, c'est le livreur de rue Montmartre. C'est un peu plus tardif, mais c'est le livreur à vélo. Bon, voilà. Ça, c'est le kiosque qui est toujours au boulevard Montmartre, à l'angle de la rue du Faubourg Montmartre et du boulevard Montmartre. J'aime beaucoup cette photo parce que on voit ce monsieur. C'était un kiosque qui était ouvert 24 heures sur 24. Il était ouvert toute la nuit et donc ça permettait d'avoir toujours la dernière édition ou la première dès le matin, vers 4-5 heures du matin. Et c'est une photo de Brassailles. J'aime bien cette photo parce qu'elle donne une âme un petit peu. Voilà. Vendeur de journaux de combat, ça c'est bon, voilà. Et alors là, je vais vous faire une visite au Petit Parisien, au Petit Journal, pour vous montrer un peu la grande diversité du monde de la presse parisienne. Alors on commence évidemment par tout seigneur, tout honneur, par les journalistes. Vous voyez qu'on est déjà dans l'open space de nos jours, sauf qu'il n'y a pas d'ordinateur, il y a déjà le téléphone, mais bon, alors c'est un milieu extrêmement masculin, hein, il y a quelques femmes journalistes, mais il y en a très peu, mais on est dans le système déjà où on écrit, alors c'est un peu serré, hein, on est très dans... C'est une série de photographies qui ont été faites en 1906, qui servaient aussi, qui ont été éditées ensuite en carte postale pour faire la promotion du journal. Donc le service des informations. Ensuite, l'administration. Alors là, on est plus dans la comptabilité avec les grands livres. Vous voyez que les conditions de travail de l'époque étaient un petit peu différentes de celles de maintenant. Les hommes qui écrivaient debout sur des pupitres, etc. Enfin bon, voilà, c'est un peu étonnant. La comptabilité, voilà, avec tout ça fait à la main, évidemment. Donc, vous imaginez le million d'exemplaires. Hein. Le Petit Journal est le premier journal à avoir atteint le million d'exemplaires dans les années 1890. Le million d'exemplaires vendus chaque jour. Donc, ça veut dire le Petit Journal avait 3000 crieurs qui étaient qui étaient à Paris. 3000 crieurs qui venaient chercher tous les jours leur paquet de journaux. Ça se passait de la façon suivante, ils n'étaient pas appointés, ce n'étaient pas les salariés, ils prenaient 100 journaux, donc 100 journaux qui étaient vendus 5 centimes, donc ça leur rapportait 5 francs, et ils les payaient 3 francs. Et donc il fallait qu'ils vendent leurs 100 journaux pour gagner 2 francs. Alors c'était des francs or, hein, bien sûr, encore une fois, c'était des francs de... 2 francs à la Belle Époque, c'est pas énorme, hein, c'est déjà un instituteur gagnait 100 francs par mois. Hein, donc 2 francs, vous voyez, c'est bon. C'est donc voilà, il faut tenir la comptabilité de ces 3000 crieurs, plus toute la diffusion dans toute la France, puisque les grands quotidiens parisiens diffusent plus de la moitié de leurs exemplaires sur l'ensemble du territoire français. Donc il y a une comptabilité extrêmement complexe et variée à tenir. Là, on est dans l'antichambre du directeur. Alors, c'est évidemment tout de suite beaucoup plus avec chapeau
chapeau melon, etc. Enfin bon, bref, beaucoup plus cérémonieux. Et là, on passe à l'imprimerie. Alors j'aimerais vous faire un petit cours sur l'imprimerie, parce que ce sont des choses qui ont disparu. Donc, à gauche, ici, vous avez les linotypes. Les linotypes, c'est... alors, il faut se souvenir comment ça fonctionnait. Excusez-moi, je bois un coup parce que je parle beaucoup. Voilà. Mais c'est que de l'eau, n'ayez pas peur. Il faut se souvenir comment, depuis Gutenberg jusqu'aux années 1895-1900, on a composé le journal. C'était les typographes qui prenaient à la pince, les lettre par lettre, qui les mettaient ils prenaient dans leur casse, vous savez, des espèces de grandes planches en bois avec des casiers, où il y avait toutes les lettres qui étaient rangées, et plusieurs, et qui étaient à la main du typographe, de façon à ce que le E et le A, qui sont beaucoup plus fréquents en France, soient plus proches de ses mains, et puis le Z beaucoup plus loin parce qu'on s'en sert pas. Enfin, bon. Et lettre par lettre, il les mettait dans des règles, et il les mettait inversées. On voit parfois dans les bandes dessinées le typographe qui parle à l'envers, parce que, vous savez, oui, c'est inversé. Et puis après ça, une fois qu'on avait composé une ligne, on les mettait les unes après les autres, et on formait un pavé, et puis le pavé, et on pouvait imprimer après derrière. Ça, c'était pendant très très longtemps le système. Et puis en 1895 apparaît la linotype. La linotype, c'est une machine extraordinaire. Vous pouvez en voir, il y en a encore à Paris, il y en a deux, il y en a une il y en a même plusieurs, il y en a trois. Enfin, j'en connais trois, il y en a peut-être d'autres. De Boulevard Haussmann au siège du Figaro. Il y a dans le hall d'entrée, il y a une linotype. Vous pouvez passer la voir. Il y en a une aussi au siège du Monde, boulevard Blanqui, et une autre au siège du Centre de formation des journalistes, rue du Louvre. Comme ça, vous avez le choix quand vous vous promenez. Vous pouvez rentrer, les voir juste comme ça, elles sont juste derrière la vitre. Ce sont des très grosses machines, hein, ça pèse 1 tonne, une linotype, ce sont des très grosses machines. Et donc, on voit qu'on a un clavier, hein, vous le voyez bien, là, le clavier qui est un peu compliqué, qui est ici, qui permet à l'ouvrier typographe, qui est devenu maintenant un linotypiste, mais ce sont les anciens typographes, hein, il faut très bien connaître l'orthographe, etc., pour être typographe. Et donc, on tape sur... Et il y a différents claviers, parce qu'il faut... faire des espaces différents, il faut faire des italiques, il faut faire des majuscules, enfin bon, etc. Et au lieu de sortir des caractères, ça sort une série de moules qui se mettent sur une seule ligne, et donc des moules qui sont donc en creux, et ensuite quand la ligne est finie, il y a un jet de plomb qui vient dedans et qui remplit le moule, et la ligne est éjectée et elle se met les unes après les autres, et donc ça forme un pavé qu'on appelle une galée. Et donc, ça, c'est les linotypistes. Ici, vous avez le chef d'atelier, le monsieur avec sa calotte. C'est l'uniforme des chefs d'atelier. On l'appelle le prote. Le prote, c'est parce que protos, en grec, ça veut dire le premier. C'est le chef d'atelier et qui fait la liaison entre la linotype ici et les metteurs en page qui sont ici. Alors, sur cette plaque d'acier qu'on appelle le marbre. Le marbre parce que depuis Gutenberg jusqu'au XIXe siècle, pour monter les pages, il fallait une surface extrêmement plate et lisse. Donc le marbre se prête à ça quand il est bien poli, et surtout qui n'absorbe pas l'encre, parce que l'encre macule évidemment très facilement, et donc une surface qu'on pouvait graisser qui n'absorbait pas l'encre, qu'on pouvait nettoyer. Et donc c'était une plaque en marbre pendant très longtemps. Il faut qu'elle soit extrêmement bien lisse, parce que s'il y a des creux, les caractères deviennent en creux, et quand l'encre arrive, ça fait des pâtés, ou s'il y a des excroissances, les caractères se mettent en excroissance, et quand on appuie la feuille, ça fait un trou. Donc c'est évidemment pas supportable d'avoir des trous et des pâtés sur les feuilles d'imprimé. Donc ça s'appelait le marbre. Et c'est resté, même encore maintenant, dans les journaux, quand on dit qu'un article est déjà mis en page, etc., on dit il est au marbre.
alors qu'il est dans l'ordinateur, évidemment. Hein, bon. Mais il est au marbre. Et donc, au XIXe siècle, cette plaque de marbre est remplacée par une plaque en acier, puisqu'au XIXe siècle, on peut fabriquer de l'acier très lisse, etc., etc. Mais c'est toujours là-dessus que l'on monte la page dans ce qu'on appelle la forme, c'est-à-dire la forme rectangulaire, hein, qu'on voit bien ici, là, la forme rectangulaire. Alors, on voit les pavés de plomb qui sont montés là. Et puis, ici, le typographe metteur en page fait la première épreuve, la morasse. Alors, on a donc assemblé, hein, le metteur en page a assemblé tous ces pavés de plomb. On met dessus une feuille. Et puis, on tape avec la brosse, on met d'abord de l'encre, pardon, j'ai oublié, évidemment, il faut mettre de l'encre, et ensuite on met la feuille, on tape avec la brosse, et ça permet de faire une dernière relecture rapide pour voir si ça sort bien, si c'est bien comme il faut, etc. etc. Ensuite, cette forme qui est ici, hein, qu'on voit, cette forme est apportée sur une table roulante, et elle va passer dans une machine qui va permettre de faire ce qu'on appelle un cliché ou un stéréotype. Voilà, et qui va permettre alors c'est en 2 épisodes, pardon, je vais revenir en arrière. Là, dans cette machine ici, qui est ici, la forme en plomb, elle est rentrée, et dedans, on coule une espèce de pâte à papier, cartonneuse, etc., qu'on appelle un flan, parce que ça ressemble à la consistance d'un flan de cuisine, hein, une crème caramel, enfin pas encore brûlée. Donc on l'appelle le flan, on l'étale sur la forme là, et puis avec la pression et le chauffage, on la fait, ça devient un moule, et donc ça fait un moule en carton. Et le moule en carton est ensuite mis dans cette grande machine cylindrique là, et on coule dedans du plomb pour avoir une page arrondie. Vous voyez, les pages sont arrondies de façon à pouvoir les mettre sur les rouleaux de la rotative, puisque la grande invention qui permet à la presse d'aller très vite, c'est le rouleau de la rotative qui permet de faire du papier en bobine. Et on va la voir après. Voici les rotatives du Petit Journal. Alors, il est marqué Imprimerie Marinoni parce que le grand fabricant de rotatifs français s'appelait Hippolyte Marinoni et qu'il a équipé le Petit Journal, entre autres. C'est le premier qui fabrique des rotatives en France et qui, pendant toute une partie des années 1850 aux années 1950, fabrique les meilleures rotatifs françaises. Et Hippolyte Marinoni donc rachète ensuite le Petit Journal avec Émile de Girardin, et donc évidemment il fournit à son propre journal ses propres rotatifs, ce qui est tout à fait logique. Et donc vous avez là donc les bobines de papier, hein, vous voyez, et puis les rotatifs qui sont voilà, il y a même une rotative couleur, enfin des rotatifs couleurs, parce que le Petit Journal, vous avez vu quelques exemplaires dans l'exposition, si vous avez fréquenté l'exposition, fait un supplément hebdomadaire tous les dimanches qui est en couleur et publie régulièrement des planches couleurs. Pour l'exposition Paris 1900, là, il y a les grands monuments de l'exposition de 1900 qui sont fournis en planches couleurs, etc. Et donc voilà, c'est une rotative couleur. Hop, pardon. Ensuite, eh bien, il faut... alors là, vous avez vu que jusqu'à présent, on n'avait que des hommes. Maintenant, on a des femmes. Les plieuses. Les femmes ont toujours travaillé, hein, il faut le savoir, et notamment les ouvrières, mais aussi les paysannes. Mais bon, les plieuses qui plient le journal pour l'envoyer aux abonnés, et donc qui font ça à la main. Hein, c'est un travail à la chaîne. La messagerie, alors les messageries, ça c'est un travail aussi très très compliqué qui maintenant est de plus en plus automatisé, mais il faut répartir les journaux en fonction des 30 ou 40 000 points de vente du Petit Journal à Paris et en province, et donc répartir par paquet de façon à ce qu'ils aillent à Bordeaux, à Toulouse ou ailleurs. Bon voilà, et donc on a le service des messageries. Et puis après ça, on met tout ça dans des grands sacs de poste. Hein, les grands sacs à patates ou les sacs de poste, c'est la même chose, en toile de jute, et qu'on envoie partout en France. Et puis ensuite, la cour des expéditions et des départs. Donc voilà, donc là on a des
des triporteurs, ceux-là c'est pour livrer dans Paris. Et puis évidemment, il y a des charrettes à chevaux que l'on voit là, et ensuite des automobiles, des camions et tout, qui vont un peu partout à travers les gares et la France. Le petit journal, c'est aussi la convivialité. C'est aussi, on a ici la grande salle des fêtes du premier étage. Hein, c'est une énorme salle des fêtes qui permet... Au petit journal, il y a 1200 personnes qui sont employées. La rue Lafayette, rue Cadet. Des ouvriers, beaucoup, des employés, des journalistes, etc. Le Petit Parisien, en 1914, a, dans les immeubles de la rue des Petites Écuries et de la rue d'Enghien, 1500 employés. Donc c'est une énorme entreprise, ce sont des très grosses entreprises. Et ils ont des salles des fêtes pour donner des spectacles et puis aussi pour recevoir de temps en temps. Chaque journal a son... ça me fait penser toujours à Libération, là, le nouveau patron de Libération qui veut faire un lieu de vie, un je sais pas quoi, etc. Au 19e siècle, fin 19e, début 20e siècle, il y a des... On avait vu la salle de bal du Figaro, où il y a, au journal rue de Richelieu, il y a un restaurant qui était très célèbre parce qu'il est très, très, très joliment décoré en art nouveau et que la cuisine y est très cotée. Là, il y a une salle des fêtes, il y a une deuxième salle des fêtes. Ah ben non, je ne l'ai pas montré. Ah ben non, pardon. Il y a une deuxième salle des fêtes, bon, etc. Chacun des quotidiens ou des grands hebdomadaires ont leur propre spécificité. Ça, c'est l'imprimerie Chex rue Bergère, hein, donc une rue qui donne dans la rue du Faubourg Montmartre. C'est pour montrer un peu le côté industriel et militaire, quasiment, hein, de l'imprimerie Chex. C'était un peu particulier puisque c'était celle qui imprimait les horaires de chemin de fer. Et donc, évidemment, il fallait que ce soit extrêmement précis. Elle avait des typographes extrêmement sérieux parce que 9h22, c'est pas 9h23, etc., etc. Donc, voilà, maintenant, on a l'ordinateur. Des affiches. Les affiches, histoire de vous montrer un peu toute la diversité de ces journaux. Alors, l'Humanité, fondée par Jean Jaurès en 1904, mais bon, voilà, qui est une affiche postérieure. Là, Le Populaire, fondé par Léon Blum. Des affiches plus attractives, si je puis dire. Le journal, tous les lundis, la mode du journal, tous les mercredis, journal pour tous, etc. Enfin, bref. Et puis les romans feuilletons. Alors ça, la promotion des romans feuilletons, notamment par les affiches, on colle des affiches partout sur les grands boulevards et ailleurs. Et évidemment, le grand roman inédit de Jules Gastine qui s'appelle Flétrie, ça nous évoque toute une série de choses et on va se précipiter sur ce feuilleton. Eh oui. Attendez, voilà. Alors, on a d'autres types. Hein. J'aime bien la lanterne journal, journal anti-calotin, comme on disait à l'époque, hein, qui est lu même par les curés. Et puis, des journaux plus haut de gamme, L'Éclair, qui est un journal avec le dessin très belle époque, la femme 1900, la femme Art Nouveau dans toute sa splendeur, hein, telle que vous avez pu la voir dans l'exposition là-haut. Voilà. Bon, je ne sais pas si... Alors, on pourrait encore dire d'autres choses, mais bon, je pense qu'il faut aussi laisser place à d'éventuelles questions, discussions, tout ce que vous voulez. Voilà, je suis tout prêt à répondre à toutes les questions que vous voudrez. Merci. Il doit y avoir un micro, oui, il y a un micro qui arrive. Donc. Quelqu'un a une question? Oui, monsieur, là. Hop, voilà. Et monsieur devant après. Je passerai à... Oui. Bonjour. J'ai deux petites questions, questions pratiques. Le nombre de pages de ces quotidiens à l'époque, aux environs de 1840-50,
C'est juste pour comparer à peu près à l'épaisseur des journaux de maintenant. Je Oui. voudrais savoir aussi comment fonctionnent les kiosques. Ils ont l'air très 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 petits, par temps de pluie, comme tout est étalé à l'extérieur, la grosse majorité. Oui. On a une photo mais on a savoir comment ça fonctionne quand souvent il pleut souvent à Paris. Et puis dernière question un peu de fond. Quel est le degré de liberté de la presse française par rapport à la presse anglaise à cette même époque, 1830 et 1870 ? Oui. Alors, première question, sur la pagination des journaux, jusque dans les années 1830, les journaux sont des journaux destinés à des élites et très peu nombreuses. Hein. Les tirages du journal des débats, c'est 10 000 exemplaires, c'est le plus grand journal de l'époque. Les journaux, jusque dans les années 1860-70, sont de 4 pages. Au départ, de petits formats, et petit à petit, le format s'agrandit pour devenir des grands journaux qui sont à peu près le format est le double du Figaro ou du Monde actuel, hein, dans les journaux comme Le Temps. Bon. Ces 4 pages, et petit à petit, la pagination augmente. Entre 1870 et 1914, on passe progressivement à 4, 8, 10, 12 pages. Alors 12 pages grand format, c'est déjà relativement important. Mais la particularité française, c'est que l'augmentation de la pagination a été beaucoup moindre dans les années 1920-1930 et surtout dans les années 50-60 que dans les autres pays européens. Parce que quand vous achetez un journal à Londres ou à Madrid ou à Berlin, vous avez des journaux beaucoup plus copieux qui font facilement 60-80 pages et le week-end facilement beaucoup plus. Donc ça, c'était un des problèmes. Alors, je ne me souviens plus de la deuxième question. Ah, les kiosques. Les kiosques, comment font-ils les kiosques quand il pleut ? Eh bien, ils avaient des toiles cirées, hein, l'ancêtre du... Ils avaient des parapluies et des toiles cirées, et ils protégeaient leurs journaux en mettant des espèces de hauts-vents comme ça. Pour ce qui est de la liberté de la presse, la presse est très contrainte. Enfin, il n'y a qu'en Angleterre où elle est la moins contrainte. Même s'il y a eu aussi le cautionnement, le timbre, etc., il y a une particularité anglaise qui fait que les députés ont une entière liberté de parole au sein du Parlement et il suffit de reproduire les discours des parlementaires pour avoir la liberté de reproduire n'importe quel discours. Et donc, par cet intermédiaire-là, on voit bien qu'il y a une liaison entre liberté de la presse et liberté du Parlement et donc démocratisation. En France, on a des allers-retours. Le pire des liberticides, c'est Napoléon Ier, hein, que les Français adorent par ailleurs, mais qui est quand même... bon, on a une très grande liberté de la presse de 1789 à 1792, où là, liberté totale. Hein, tous les titres paraissent. 1792-95, la terreur. Évidemment, liberté pour certains et pas pour d'autres. On imagine lesquels. Mais y compris même pour des révolutionnaires qui sont guillotinés, des révolutionnaires journalistes, Hébert et le père Duchesne, Camille Desmoulins ou Danton, qui ont chacun leurs journaux, sont guillotinés. Les journalistes guillotinés sont... Bon. 1795-1800, il y a un retour de la liberté à l'époque du Directoire. Napoléon fait une hécatombe de journaux. Il interdit tous les journaux, sauf 4 à Paris et 1 par département aux ordres du préfet. Enfin bon, il rétablit la censure, il rétablit le cautionnement, il rétablit... Enfin bon, bref, c'est un Napoléon, il ne faut pas l'oublier, était aussi un dictateur. Et puis à partir de 1815, il y a une progressive libéralisation qui, avec des hauts et des bas, bon, elle est plus rapide en Angleterre. L'Angleterre, paradoxalement, a profité de la Révolution française, notamment le Times, qui avait été fondé en 1785, donc quelques années avant la Révolution, et qui fournit les meilleures informations à toutes les cours d'Europe sur ce qui se passe à Paris, parce qu'il y a des informateurs à Paris et en France. Donc la libéralisation est plus importante en Angleterre.
mais elle va beaucoup plus loin en France avec la loi de 1881, où vraiment la loi de 1881 c'est une liberté totale. Hein. La seule chose que vous ayez à faire quand vous fondez un journal, c'est de déclarer au procureur de la République le nom du directeur et l'adresse, et de fournir 3 exemplaires, un pour la Bibliothèque nationale, un pour le ministère de l'Intérieur et un pour je ne sais pas où. Voilà, et vous avez, mais c'est une déclaration qui n'est pas soumise à assentiment, etc. Hein, donc c'est une liberté totale. Il y avait une dernière question. Non, je voulais justement, est-ce que cette presse anglaise libre était disponible sur la place parisienne? Est-ce qu'on pouvait y acheter le Times si on savait lire l'anglais? Sous Napoléon III, par exemple. Sous Napoléon III, de temps en temps, oui. Il y avait mais il y avait très peu de gens qui d'abord parce que la presse venait très en retard. Parce qu'il fallait qu'elle traverse la Manche, etc. Donc elle avait toujours un jour de retard. Il y avait très très peu de gens. Mais on pouvait s'abonner, oui. L'agence Havas, qui est la première agence mondiale, qui est devenue maintenant l'AFP, a été fondée par Charles Havas en 1832. Il s'était installé à côté de la Grande Poste et il recevait par la poste des abonnements de la presse anglaise, allemande, autrichienne, etc., qu'il traduisait, dont il faisait une synthèse pour les différents journaux. Et au départ, c'est un bureau de traducteurs, et il vend ses traductions aux journaux. Et petit à petit, il s'aperçoit qu'il peut faire aussi des nouvelles françaises, donc il fait les dépêches de l'agence Havas, et l'agence Havas connaît une très grande prospérité jusqu'en 1944. Et ça devient l'agence France Presse ensuite. On peut s'abonner, hein, jusque dans les années 1880, l'essentiel des ventes se fait par abonnement. On peut s'abonner à la presse étrangère, généralement elle n'est pas interdite. Le pouvoir considère que si quelqu'un est abonné à un journal allemand, anglais ou italien, c'est qu'il a déjà un niveau culturel suffisamment élevé pour ne pas être un révolutionnaire. Il y avait monsieur, je crois, devant. Oui, je voulais vous poser une question sur les grandes vedettes journalistes, grandes vedettes des années 1890-1900. Vous avez montré là une image du petit journal Le Temps. Ben, il y a eu un personnage, Francis Sarcey, qui a travaillé pendant 30 ou 40 ans et qui faisait donc un critique dramatique qui a fait la pluie et le beau temps sur les théâtres parisiens. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce qu'il y avait effectivement des personnages importants, connus et reconnus Bien sûr, mais les journalistes, pour la plupart, restent peu célèbres. Alors, on pourrait commencer sans parler des révolutionnaires, parce que ceux-là sont... on les connaît bien, hein, Marat, etc., Camille Desmoulins et j'en passe, et Rivarol et tout ça. Dans les années 1830, on a le couple merveilleux, Émile de Girardin et Delphine Gay, qui sont mariés par ailleurs. Émile de Girardin fonde toute une série de journaux et fonde le premier journal populaire qui s'appelle La Presse. Delphine Gay est son épouse et chroniqueuse, elle signe sous le pseudonyme de Vicomte Delaunay. Parce que c'est une femme et que... Alors, il y a toujours eu des femmes qui écrivaient dans la presse. Il faut penser à Georges Sand, qui a beaucoup écrit dans la presse aussi. Voilà. Si on va un peu plus loin, on a des chroniqueurs célèbres, Aurélien Scholl, Francis Sarcey ou d'autres. Il y a des chroniqueurs plus populaires. Par exemple, le petit journal, c'est Timothée Trim. C'est un pseudonyme collectif. Pseudonyme collectif parce que c'est la chronique des gens du peuple. Et tous les jours, on raconte des histoires. Les chroniqueurs sont assez connus. Alors, il y en a de toutes les catégories. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est de faire le Figaro. Le Figaro, donc Hippolyte de Villemessant, qui est au départ légitimiste et qui se rallie à la République, mais qui est très conservateur et très, très bourgeois, mais qui invite toute une série de chroniqueurs à venir dans son journal, notamment Émile Zola. Il faut se souvenir que
Émile Zola a fait beaucoup de chroniques dans le Figaro dans les années 1870, qu'ensuite il s'arrête parce qu'il se consacre au Rougon-Macquart, à ses œuvres romanesques, et qu'il revient au Figaro dans les années 1890, au moment de l'affaire Dreyfus, et qu'avant le célèbre J'accuse, qui est publié dans l'Aurore par Clémenceau en janvier 1898, il a publié 3 articles sur l'affaire Dreyfus dans le Figaro en novembre et décembre 1897. C'est dans le dernier de ces articles qu'il conclut « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera », phrase célèbre qui résume toute sa démarche. Mais plus surprenant, il y a un chroniqueur célèbre au Figaro qui s'appelle Jules Vallès. Jules Vallès qui est le grand inventeur du reportage. C'est celui qui, au départ, il est chroniqueur mondain, mais bien qu'étant situé beaucoup plus à gauche. Jules Vallès, après ça, en 1871, devient communard, il est proscrit après la Commune, etc. Mais dans les années 1860, il est chroniqueur et plus ou moins mondain, et petit à petit, il convainc Hippolyte de Villemessant d'aller faire des reportages sur place. Et il y a toute une série de reportages qui sont publiés dans le Figaro, dans les usines, au fond de la mine. Il descend dans une mine à Liévin ou à Lens, je ne sais plus laquelle, enfin bref, il descend au fond de la mine de charbon, il raconte la vie des mineurs, etc. Et il dit, dans mes chroniques, je glisse toujours un géranium sanglant ou un pétale de rose rouge. C'est vraiment... Il chronique les gens du peuple dans un journal considéré comme extrêmement conservateur, et qui est extrêmement conservateur, mais Hippolyte de Villemessant tenait beaucoup à ce que son journal soit ouvert et qu'il soit ouvert sur tout le monde. Bon, Jules Vallès est un des grands chroniqueurs. On pourrait, dans celle qui fut un temps la compagne de Jules Vallès, Séverine, qui est aussi une grande chroniqueuse, une grande journaliste, féministe, etc., qui a appris le journalisme grâce à Jules Vallès. Je ne vous ai pas cité le grand quotidien féministe de Marguerite Durand qui s'appelait La Fronde. La Fronde qui, dans les années 1895-1900, est un quotidien féministe uniquement fabriqué par des femmes, mais fabriqué aussi bien intellectuellement par des journalistes femmes que par des ouvrières femmes. Donc voilà. Alors des journalistes célèbres, bon, Francisque Sarcey, la dynastie des Sarcey, la dynastie des Brisson, qui donnera ensuite Pierre Brisson, le directeur du Figaro, mais les Sarcey et les Brisson sont alliés. Bon, les femmes Sarcey épousent les hommes Brisson et vice-versa. Donc, chroniqueur théâtral, homme de lettres, homme politique, etc., etc. Il y a toute une série de grands journalistes. Alors, on pourrait en citer d'autres. Le directeur du Figaro, Gaston de Calmette, qui est tué par Madame Caillot, qui est assassiné par Madame Caillot parce qu'il avait lancé une campagne contre Monsieur Caillot. Une histoire. Vous savez, la presse de la même époque fait dans le People assez. Il faut lire et relire les journaux sur la mort de Félix Faure, par exemple, en 1898. Vous savez, le président de la République qui est mort dans l'Élysée, dans les bras d'une belle. Ça raconte toute une série d'histoires. Et dans le récit du Figaro est un véritable poème de sous-entendu. Ce quinquagénaire vigoureux et droit qui avait su goûter les plaisirs de sa fonction, enfin bon, etc. Il y a toute une série de choses qui sont extrêmement... et bon... C'est quand le prêtre est appelé, quand le prêtre est appelé et qu'il se présente devant l'huissier et il demande à l'huissier a-t-il sa connaissance, et l'huissier répond non, elle est sortie par la porte de derrière. Bon, je ne résiste pas à vous donner le mot de Clémenceau qui est le plus vachard. Il voulut être César et il est mort Pompée. Bien.
Et donc, revenons aux choses sérieuses, hein, Gaston Calmette, qui était le directeur du Figaro, qui détestait Caillot parce que Caillot voulait imposer l'impôt sur le revenu, etc. Et donc, il sort des lettres de Caillot à sa première femme et surtout à sa maîtresse, enfin bon, etc. Parce que bon, Caillot avait une vie un peu compliquée, un peu DSK avant la lettre. Et donc, Calmette sort, et Madame Caillot, la deuxième, enfin la femme trompée, Anne Sinclair de l'époque, s'empare d'un pistolet et va tuer à bout portant Calmette dans son bureau. Et d'ailleurs, en 1914, hein, c'est en plein cette période, juste avant le déclenchement de la guerre, c'est le procès de Madame Caillot qui fait la une des journaux. Et Madame Caillot est acquittée, ce qui est tout à fait extraordinaire, parce qu'elle a été prise le pistolet à la main et elle a avoué avoir tiré 3 balles de revolver. Elle est acquittée parce qu'elle vengeait l'honneur de son mari et que voilà. Bref, la justice, c'est pas la même pour tous. Voilà. Monsieur, derrière, il y a... Enfin, oui, je peux poser une autre question? Oui. Voilà, une question sérieuse là sur l'antisémitisme de l'époque. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient propriétaires, qui avaient fondé des journaux. Il y avait des juifs qui dirigeaient les journaux. Est-ce qu'il y avait dans ce pari de Drummond et de la libre parole, donc journal antisémite, est-ce qu'il y avait ce sentiment, bon, les banques appartiennent toutes aux juifs et les journaux aux juifs également? Alors, Édouard Drummond, de sinistre mémoire, il faut comprendre un peu, c'est l'inventeur de l'antisémitisme français moderne, c'est celui qui réunit dans sa composition, qui est d'abord un ouvrage qui s'appelle La France juive, qui est publié en 1890, où il s'était enfermé pendant plusieurs années. Il avait compilé toute une série de textes, etc. Et il avait décidé que la France était aux mains des Juifs enjuivés. Donc il faisait ce que les listes, c'est le système extrêmement classique des extrémistes. Ça, vous voyez, à partir du moment où il y a un Lévi qui possède un magasin, tous les magasins sont possédés par les juifs. Et à partir du moment où il y a un Rothschild qui possède une banque, toutes les banques sont juives, etc., etc. Et donc ça démontre la volonté de pouvoir des juifs. Et alors on en fait toute une série de choses, notamment en inventant le bacille juif, cher à Hitler plus tard, mais c'est Drummond qui l'a inventé, la contamination, vous voyez, la contamination par le sang, par le mariage, etc. Bref, Drummond obtient une certaine célébrité à partir de 1892 avec son journal La Libre Parole, qui est à la fois antisémite. Il a pour sous-titre La France aux Français. Là aussi, slogan qui a été repris plus tard par je ne sais plus qui pour fonder son parti. Le journal, il est antisémite, anti-parlementariste, anticapitaliste, et anti-franc-maçon, bien sûr. Hein, c'est l'idée que tous les maux de la France viennent de la coalition de tous ses intérêts, etc. Et à l'époque de Vichy, on y rajoutera l'anticommunisme. On peut être à la fois anticapitaliste et anticommuniste, c'est assez étonnant. Oui, bien sûr qu'il y a... contrairement à ce qu'on croit, ni la banque, ni les grands magasins, ni les journaux n'étaient possédés majoritairement par des juifs ou dirigés par des juifs. Il y en avait, comme dans toutes les professions, il y avait aussi des protestants, il y avait aussi des athées. C'était beaucoup plus... il y en avait quelques-uns, oui, bien sûr. Mais le plus étonnant, c'était Arthur Meyer, le propriétaire, directeur du Gaulois, qui était un journal mondain royaliste, Arthur Meyer, qui était d'origine juive, et qui s'est converti ensuite, mais qui était aussi antisémite. Enfin bon, voilà. Et anti-Dreyfusard, bien sûr.
Mais l'affaire Dreyfus est un catalyseur à l'époque aussi. Si Drummond prolifère à cette époque-là, c'est parce que effectivement l'affaire Dreyfus est un catalyseur. À partir du moment où on considère que Dreyfus est innocent, on met en cause le jugement de l'armée, le jugement de l'Église, le jugement de la justice, le jugement. Donc on est anti-français. Si on est anti-français, évidemment, c'est parce qu'on est, juif ou franc-maçon ou que sais-je encore. Monsieur. Oui, je vous demandais quel était le pouvoir de la presse. Actuellement, on parle du quatrième pouvoir sur les médias, qui était le pouvoir de la presse à l'époque. Et puis vous avez parlé des progrès techniques. On est passé du typographe au livre de type, de la presse à la rotative, et puis les transports. Quel a été le rôle aussi du passage du morse, et puis après il y a eu le téléphone. Enfin, bon, ça a quand même dû bouleverser pas mal le métier des journalistes. Oui. Alors pour répondre à votre deuxième question, je reviendrai sur la première après. Je dis toujours à mes étudiants, je ne sais pas si je leur dis toujours, mais lorsque Abraham Lincoln a été assassiné en 1865, la nouvelle paraît dans le Temps 17 jours après. Le Temps, qui est le premier à annoncer la nouvelle, 17 jours après, parce qu'il n'y a pas de télégraphe qui franchissent l'Atlantique encore à cette époque-là. Il y a des télégraphes entre Londres et Paris, mais pas entre Londres ou Paris et New York. Et donc, il faut attendre que les paquebots arrivent pour annoncer la nouvelle. Donc, il est évident que le télégraphe et la liaison télégraphique, puis ensuite téléphonique, à travers la Manche, à travers le continent et à travers l'Atlantique, les câbles sous-marins sont gérés par les 3 grandes agences mondiales. Il y en a 4 en fait à l'époque, mais Charles Havas avait employé des gens d'un peu tous les pays du monde, et notamment il avait employé un jeune homme qui s'appelait Julius Reuter, qui est allé en Angleterre fonder l'agence Reuters. Il avait employé un autre qui s'appelait Marius Wolf et qui est allé fonder à Berlin l'agence Wolf, qui était la 3e grande agence européenne. Et puis il y avait aux États-Unis l'Associated Press, qui était une coopérative, qui est toujours une coopérative, qui est détenue par les grands quotidiens américains. Et ces 4 grandes agences s'étaient réparties des champs d'influence dans le monde pour se communiquer et pour investir, pour faire de l'investissement ensemble. Parce que les câbles transatlantiques, dérouler un câble sur 5000 km au fond de la mer, ça coûte extrêmement cher. Et donc, elle s'était mise en partenariat, elle payait chacun un quart des frais. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a effectivement ça. Le télégraphe, c'est l'accélération, puis le téléphone, c'est l'accélération de l'information. Alors, maintenant on parle d'Internet et tout ça, évidemment, c'est quasiment du temps réel. Mais déjà, à cette époque-là, c'est extrêmement rapide. Ça va très, très vite. Le bellinographe, qui est inventé en 1907 par l'ingénieur français Belin, qui permet de transmettre les nouvelles par téléphone ou par télégraphe. Les images, les photos, par téléphone ou par télégraphe. C'est l'ancêtre du fax, ou tout ce qu'on veut, du scanner, ce que vous voulez. Ça permet à ce moment-là d'avoir des photographies. On voit les photographies apparaître à partir de 1905-1907 dans les journaux. Et avec le bellinographe, on a des photographies qui peuvent venir de l'étranger, d'ailleurs, tout ça. C'est vraiment la grande période de la photographie qui s'installe dans les journaux entre 1905 et 1914. Au moment des inondations de Paris en 1910, il y a très peu de photographies dans les grands quotidiens. Et petit à petit, on voit les photographies envahir la une du quotidien, des quotidiens, parce que c'est tellement spectaculaire, ces inondations. Voilà. Donc ça. Pour répondre à votre deuxième question, l'influence de la presse, elle est beaucoup moins importante que ce qu'on ne croit souvent. On parle souvent de quatrième pouvoir, on parle de contre-pouvoir. La presse est un contre-pouvoir à condition qu'il y ait un système démocratique qui relaie le contre-pouvoir. La presse, son seul pouvoir, c'est de pouvoir révéler, de faire une enquête et de dire les choses. Et après, si la population n'en tire pas les conséquences au moment des élections, il n'y a pas de pouvoir de la presse. On dit toujours, prenons l'affaire du Watergate, c'est le Washington Post qui a fait tomber Nixon. Non, le Washington Post a révélé des choses.
Et après, c'est le Congrès américain qui s'est emparé de l'affaire et qui a mis Nixon en examen, enfin déclenché la procédure d'impeachment qui aboutissait à sa destitution, et il a démissionné finalement avant. Bon, mais la presse, elle révèle, et si les institutions démocratiques ne prennent pas en compte ce que dit la presse, il ne se passe rien. On le voit bien dans les affaires françaises. Parfois, il y a des gens qui démissionnent, parfois pas. Et parfois, il y a des gens qui sont réélus. Hein ? Élus et réélus, alors qu'on sait qu'ils ont toute une série de casseroles, etc. Je peux vous donner des exemples, mais vous voyez peut-être à qui je... Bon. Si la démocratie ne s'empare pas de ce que dit la presse, ça sert à rien. Enfin, ça sert, mais bon. Voilà. Le pouvoir, il faut bien voir qu'on ne s'informe pas seulement par la presse ou par les médias. On s'informe aussi par la presse et par les médias, mais aussi beaucoup depuis notre naissance, par l'école, par la famille, par le travail, les collègues de bureau, le café du commerce, les conversations de comptoir, etc. Le processus d'information est extrêmement complexe. Et la presse et les médias en général maintenant sont un des moyens de l'information, mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique. Et en plus, on a plutôt tendance à lire ou à regarder ce qui nous ressemble. C'est-à-dire que quand on est de droite, on va plutôt acheter le Figaro, et quand on est de gauche, on va plutôt acheter Libération, etc. Et donc, on est plus conforté. Il y a plus un phénomène de miroir aussi de la part de la presse qu'un phénomène d'influence. C'est donc un phénomène extrêmement complexe. Madame. Bonjour, merci pour cette excellente conférence. Merci. Je reviens en arrière sur le linotype. Vous avez parlé du plomb qui était versé dans les moules. Est-ce que ce plomb a créé des problèmes de saturnisme ? De très gros problèmes. Okay. Alors, j'ai pas assez insisté sur le plomb du typographe et ensuite surtout de la linotype. C'est un plomb. Pourquoi on sert du plomb ? Parce que le plomb est un métal qui fond à relativement basse température par rapport aux autres métaux, à 360 degrés, alors que le fer, c'est 1200 ou je ne sais plus combien. Enfin bon, bref. Donc, c'est supportable et puis c'est très malléable une fois le plomb fondu se moule très bien. Donc, on se sert du plomb depuis Gutenberg. Simplement, il y a les vapeurs de plomb. Les vapeurs de plomb qui sont inévitables. Quand on chauffe le plomb, il y a de la vapeur, et la vapeur, ça crée le saturnisme. Le saturnisme, c'est pas seulement parce qu'on mange le plomb. On ne le mange pas, le plomb. Hein, même les ouvriers du livre ne sont pas assez débiles pour manger le plomb, mais simplement, c'est les vapeurs toxiques de plomb. Alors, il faut imaginer que les ateliers sont extrêmement bruyants, extrêmement chauds, parce que pour chauffer le plomb à 360 degrés, il faut quand même... avec les vapeurs toxiques, etc. C'est très souvent au sous-sol dans les imprimeries, ils sont souvent au sous-sol des grands immeubles parisiens, donc un problème d'aération tout à fait considérable, ce qui explique en partie que les ouvriers du livre étaient les premiers organisés syndicalement. La Fédération française des travailleurs du livre date de 1885, mais bien avant, il y avait des compagnies de secours mutuels, des associations de secours mutuels, parce qu'ils avaient des problèmes de santé avec le plomb et puis d'autres choses. Ils maniaient Alors, il y a deux types d'imprimeurs. Il y a ce que Balzac, dans Illusion perdue, appelle les singes et les ours. Les singes, c'est les typographes, les linotypes, c'est ceux qui sont habiles par leurs mains, etc., leur cerveau et tout, et donc qui savent lire et écrire forcément, hein, puisque pour composer, il faut savoir lire et écrire. Donc, sont des ouvriers, c'est l'élite des ouvriers cultivés, etc., et très habiles de leurs mains. Et puis, les ours, c'est les ouvriers des presses, ceux qui manient les bobines de papier, les plaques de plomb, etc., c'est des gros costauds. Et l'alliance des deux, ça vous donne à la fois la tête et les jambes, si je puis dire. Enfin bon, bref, une force de frappe très importante, surtout dans une profession où il faut sortir le journal tous les jours. On ne peut pas attendre le journal, il peut pas, s'il y a une grève, il ne peut pas sortir le lendemain, c'est plus le même. Bon. Donc, ils ont une très forte puissance de négociation,
ou de nuisance, diraient les patrons, mais de négociation, diraient les ouvriers. Et ils s'organisent très tôt, et notamment pour tout ce qui est protection sociale. Ce sont eux qui mettent en place les premiers outils de la protection sociale, le chômage, la retraite, la maladie, etc. Et donc, parce que le plomb d'un côté, et puis tous les copeaux aussi, ça posait d'énormes problèmes sanitaires. On essaye de ventiler les imprimeries, mais c'est compliqué. On donne du lait à boire parce que le lait a tendance à fixer le plomb et à le faire évacuer, mais enfin c'est pas bon. Voilà. Et comme par ailleurs il y avait une convivialité des ouvriers typographes beaucoup plus alcoolisés que par le lait, donc c'était plutôt le coup de rouge qui servait pour nettoyer le plomb. Voilà. Madame. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du financement de ces journaux? Oui. Et du rapport du financement avec le contenu du journal? Oui. Alors, ces journaux, les grands journaux de la Belle Époque étaient des entreprises, de grosses entreprises extrêmement rentables. Moi, j'ai fait les comptes d'un certain nombre d'entreprises de presse. Le Petit Journal, par exemple, gagnait plus de 20% de son chiffre d'affaires en bénéfices. Le Petit Parisien, le plus grand de tous les quotidiens du monde entier, dans les années 1910, a un chiffre d'affaires de 15 millions de francs or et ne dépense que 10 millions de francs or par an pour payer ses ouvriers, ses employés, son plomb, son papier, ses fournisseurs et tout et tout. Donc il a un bénéfice de 33% du chiffre d'affaires. C'est extraordinaire, c'est des bénéfices extraordinaires, avec relativement peu de publicité. Bon. Le financement, il est donc assuré pour les grands journaux, pour les grands quotidiens et tous les journaux grand public. Il est largement assuré par... ce sont des grosses entreprises dont beaucoup sont cotées en bourse. À l'époque, Le Temps, Le Figaro, Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Journal sont cotés en bourse, sont des entreprises très profitables. Et puis il y a à côté des journaux un petit peu différents qui sont quasiment des journaux de chantage, et notamment les journaux financiers ou pseudo-financiers. Alors là, il y a des journaux assez qui font des campagnes. Il y a un journal qui est spécialiste qui s'appelle le Comic Finance, mais il y en a d'autres dans le même genre, mais j'avais retrouvé les comptes du Comic Finance. C'est assez drôle parce que c'est un journal qui fait 300 000 francs de chiffre d'affaires et 500 000 francs de bénéfices. C'est-à-dire qu'il a plus de bénéfices que de chiffre d'affaires. Comment c'est possible? Parce qu'il vend pour des journaux et de la publicité pour 300 000 francs, mais en plus, il est subventionné par toute une série de compagnies, enfin, de banques, d'assurances, etc., parce qu'il fait du chantage. Le patron du Comic Finance, il fait 2 articles. Il va voir le patron du Crédit Lyonnais, il dit voilà, j'ai un article comme ça que je vais faire paraître demain, qui dit que votre banque est à feu et à sang, que vous allez être en faillite dans pas longtemps. Évidemment, quand les petits épargnants vont voir ça, ils vont vendre les actions et votre cours va s'écrouler. Mais si vous me donnez 10 000, 20 000, 5 000 francs, ça dépend. J'ai l'autre article qui dit que votre entreprise est superbe, qu'il faut acheter les cours, etc. Et il vivait comme ça. Et non, il ne le déclarait pas, bien sûr. Mais parce que moi, j'ai retrouvé les comptes aux archives. Parce qu'il avait une double... Il ne le déclarait pas, bien sûr que non. Ah ben non, pas fou. Voilà, mais c'est drôle, quoi. Bon, et il y en avait plusieurs, mais c'était des tout petits journaux à peu de lectorat, etc. Alors, il est certain que un certain nombre il faut savoir qu'il y a 2 affaires importantes qui montrent que la vénalité de la presse, comme on disait à l'époque, le scandale de Panama d'un côté et les emprunts russes de l'autre. Le scandale de Panama, bien connu, Ferdinand de Lesseps, qui après avoir creusé victorieusement le canal de Suez, entreprend de creuser le canal de Panama, sauf que c'est pas du sable, c'est des rochers, qu'il y a une montagne au milieu, etc. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Il a beau appeler Gustave Eiffel à sa rescousse pour creuser tout ça, il souscrit des grands emprunts,
Et pour obtenir d'avoir des emprunts supplémentaires, entre autres, il y a ce qu'on appelait à l'époque des emprunts à lot, c'est-à-dire des emprunts qui sont par tirage au sort, on vous rembourse plus que prévu, c'est un emprunt loterie, etc. Mais ça doit être autorisé par la Chambre des députés. Et donc, pour obtenir cette autorisation, ils subventionnent la presse, les parlementaires, etc., toute une série de gens. Ils donnent beaucoup d'argent. Et effectivement, un certain nombre de journaux reçoivent pas mal et de journalistes reçoivent pas mal d'argent. Ça reste dans des proportions très, très faibles, en réalité. Celui qui reçoit un des journaux qui reçoit le plus d'argent dans les années 1880, c'est Le Figaro. Et il a un chiffre d'affaires de 5 millions de francs et il reçoit 50 000 francs par an. Ce qui est énorme, c'est toujours des francs or, hein, donc il faudrait multiplier par 3 ou 5 pour avoir des euros. Mais c'est pas tellement le problème Mais vous voyez que 50 000 francs par rapport à un chiffre d'affaires de 5 millions, c'est quand même 1% du chiffre d'affaires, c'est tout. Hein. C'est donc, ça nous paraît, c'est des grosses subventions. C'est une époque où on ne voyait pas exactement les conflits d'intérêts de la même façon que maintenant. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Y a-t-il une dernière question ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. J'aurais voulu savoir, est-ce que la publicité était importante dans ces journaux à cette époque-là, s'il vous plaît ? Alors elle commence à croître, ça dépend des journaux. Dans les grands quotidiens populaires, elle est relativement peu importante, elle existe, mais c'est généralement la dernière page qui est consacrée à la publicité. En revanche, dans les journaux destinés aux élites, Le Figaro, Le Gaulois, Le Temps, elle commence à prendre une place considérable parce que les élites, évidemment, ont plus d'argent que le peuple et donc ça perd. C'est surtout dans l'entre-deux-guerres que la publicité commence à prendre une place de plus en plus importante. Bon, eh bien, Monsieur Evenot, on vous remercie pour cette Merci à vous. Bonne journée.